L'histoire commence lorsque cet homme d'âge moyen ouvre les yeux pour la première fois dans le corps du jeune noble Liam Hilton. Alors qu'il se trouve à la table d'un somptueux dîner, il se demande exactement où il est, ne comprenant pas comment il est arrivé là. Il se rappelle qu'il buvait une boisson énergisante dans un bar après le travail. Il regarde autour de lui et aperçoit un miroir qui lui révèle qu'il est désormais un enfant. Le choc de cette révélation le fait crier, alarmant les adultes, y compris son père actuel, le chef de la famille Hamilton. Hamilton, profondément humilié par le comportement enfantin de Liam, lui rappelle que, bien qu'il soit seulement le cinquième fils et donc le moins significatif, il reste un membre de la respectable famille Hamilton et doit se comporter comme un noble en tout temps. Liam reste silencieux, ne comprenant rien à la situation ni à l'identité de cet homme. Voyant son malaise, la servante à ses côtés suppose qu'il est simplement contrarié par la réprimande de son père. Elle tente de lui remonter le moral en lui disant qu'il devrait être heureux que son père soit de bonne humeur, car cela aurait pu être bien pire. Elle explique également que son père est si joyeux car il vient d'avoir une fille après avoir eu plusieurs fils. Pour célébrer cette occasion, il a organisé cette fête pour l'anniversaire de sa fille. Lentement, Liam commence à comprendre qu'il joue le rôle du fils d'un noble. Il suppose qu'il s'agit d'un rêve étrange. Mais lorsqu'il s'endort en espérant se réveiller dans sa vie habituelle, il se réveille le lendemain matin toujours dans le corps de cet enfant. C'est alors qu'il réalise que ce n'est pas un rêve, mais bien la réalité. Ne comprenant pas pourquoi cela lui arrive, Liam n'a pas d'autre choix que d'accepter sa nouvelle vie. Il enfile les vêtements d'enfant et commence par explorer le balcon pour avoir une vue d'ensemble sur la maison Hamilton. Il découvre que celle-ci est entourée de vastes terres qui, selon la servante, appartiennent toutes à la famille Hamilton. Alors qu'il essaie de s'adapter à cette nouvelle vie, un de ses frères aînés vient lui parler de leur sœur. Ce frère, Bruno, est le quatrième fils et il a déjà décidé de l'avenir de leur sœur. Si elle est belle, elle doit se marier dans la famille royale, ce qui permettra de préserver leur statut de noblesse. Apparemment, la famille Hamilton est sur le point de perdre son statut noble, car elle n'a rien accompli de notable au cours des 3 dernières générations. Le père de Liam, actuel chef de famille, représente la 3e génération. Lorsqu'il prendra sa retraite, un membre de la 4e génération devra lui succéder. Bruno est convaincu qu'ils n'accompliront rien d'ici là et que les Hamilton deviendront des roturiers. Pour éviter cela, Bruno veut exploiter au maximum cette bénédiction et sauver leur famille de la ruine. Âgé de seulement 13 ans, Bruno est 1 an de plus que Liam mais agit de manière beaucoup plus mature. Il conseille à Liam de commencer à réfléchir à l'avenir de leur famille. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de leur précepteur, qui commence à leur enseigner les bases de la magie. En apprenant qu'il va étudier la magie, Liam ne peut contenir son excitation et bondit de son siège, embarrassant Bruno, surpris par cette réaction. Bruno lui dit de ne pas se faire trop d'illusions, car seulement une personne sur 100 possède un talent naturel pour la magie. Malgré ses faibles chances, Liam est déterminé à apprendre la magie. Il écoute attentivement le précepteur, n'ayant jamais eu la chance d'étudier la magie dans sa vie précédente de roturier. Après le cours, il se précipite vers une servante et exige qu'elle le conduise à la bibliothèque. Une fois sur place, il commence à chercher des livres sur la magie. Il en choisit un intitulé Magie de feu pour débutants et suit les instructions pour lancer un simple sort de feu. Il parvient à allumer une flamme sur son index. La servante est impressionnée et félicite le jeune maître pour avoir réussi à lancer un sort de feu. Désireux d'en apprendre davantage, Liam se rend au bureau de son père pour demander l'accès à des grimoires, les livres de sorts de la bibliothèque. Le comte, occupé par son travail, montre peu d'intérêt pour son 5e fils, mais il lui accorde la permission d'étudier des livres en dehors de la bibliothèque sans poser de questions. Avec l'autorisation de son père, Liam se met immédiatement au travail, saisissant quelques livres de la bibliothèque et apprenant tout ce qu'il peut. Peu de temps après, il apprend un nouveau sort appelé Lame de feu. Un mois passe, et Liam maîtrise son sort de lame de feu sans l'aide d'un grimoire. Il montre cet accomplissement à Bruno, qui n'en revient pas que son jeune frère ait appris cela seul en seulement 1 mois. En tant que frère aîné, Bruno veut naturellement être meilleur que Liam et prend son propre grimoire pour chercher un éventuel raccourci afin d'apprendre des sorts. Cependant, après avoir essayé un moment, Bruno réalise que leur plus jeune frère est tout simplement extrêmement talentueux, avec une forte affinité pour la magie. Bruno conseille alors à Liam de continuer à apprendre la magie, lui promettant que s'il continue à briller, il pourra gagner en statut et devenir célèbre. Mais cela signifierait aussi que Liam surpasserait complètement le reste de la famille Hamilton. Bruno demande donc à Liam s'il étudie aussi intensément pour devenir le prochain chef de famille. Liam le rassure en disant qu'il veut simplement apprendre la magie comme passe-temps et qu'il n'a pas l'intention de viser le trône ou de devenir une cible pour leur frère aîné, Albrevi. Peu après, Liam apprend tous les sorts de feu pour débutants et décide de se fixer un nouvel objectif, maîtriser tous les sorts de glace pour débutants. Le père de Liam l'approche, ayant entendu dire qu'il peut utiliser la magie. Voyant enfin une valeur en lui, il commence à s'intéresser à son 5e fils. Cependant, sceptique, il demande à Liam de lui démontrer son talent.
Liam montre son nouveau sort de glace en gelant un livre. Monsieur Hamilton n'est pas impressionné et demande si c'est tout ce que Liam peut faire. Liam répond qu'il vient à peine de commencer à apprendre la magie de glace. Ne voulant pas que son père le sous-estime, il révèle qu'il a maîtrisé tous les sorts de feu pour débutants en moins d'un mois. Cette fois, la réaction de Monsieur Hamilton change. Il éclate de rire en disant que les cieux ont enfin béni leur famille. Il encourage Liam à continuer d'apprendre et lui dit de ne pas hésiter à demander plus de grimoires si nécessaire. Pour la première fois, Liam se sent soutenu et encouragé par son père. Motivé, il se rend dans la forêt pour pratiquer, mais un majordome chuchote à Monsieur Hamilton une mauvaise nouvelle. Ignorant ce qui se passe, Liam croise un homme en manteau blanc assis sous un arbre. L'homme demande à Liam s'il est l'un des fils Hamilton. Lorsque Liam répond par l'affirmative, l'homme soupire et lui dit d'aller de l'avant et de le capturer. Voyant Liam totalement perplexe, l'homme lui dit d'oublier cela et lui demande plutôt s'il a un grimoire. En entendant que Liam va pratiquer la magie pour débutants, l'homme propose de lui enseigner une méthode plus efficace et lance 5 sorts différents à la fois. Fasciné, Liam demande à l'homme de lui apprendre comment faire. Appréciant le fait que Liam ne possède pas l'orgueil inutile de la plupart des nobles, l'homme accepte de lui montrer les bases. Il enseigne à Liam comment lancer simultanément des cercles magiques avec ses 2 mains. Liam parvient à lancer des sorts de feu des 2 mains, et l'homme lui apprend ensuite à lancer 3 cercles magiques à la fois. Liam maîtrise rapidement cette technique, mais il échoue à exécuter le sort car il manque encore de puissance magique. Malgré cela, l'homme est impressionné par le talent de Liam et révèle qu'il peut lui-même lancer jusqu'à 16 sorts en même temps. Malheureusement, le temps presse pour l'homme, et il veut vraiment enseigner davantage de magie à Liam. Il lui offre une bague qu'il appelle une Magicpedia, un artefact magique contenant des centaines de grimoires. Lorsque Liam enfile la bague, des centaines de sorts magiques affluent dans son esprit, lui permettant de les apprendre librement. Liam apprend instantanément un sort d'attaque de vent et, en utilisant l'un de ces sorts, l'homme disparaît sous ses yeux, le laissant totalement confus. À ce moment-là, la servante arrive pour dire à Liam à quel point il est dangereux de rester dehors. Elle l'informe également qu'un homme suspect s'est introduit sur leur terre. Elle lui remet un livre de magie d'invocation pour débutants que Monsieur Hamilton voulait qu'il ait, puis s'en va. C'est alors que l'homme mystérieux réapparaît devant Liam, lui révélant qu'il ne voulait simplement pas être vu par les autres, indiquant qu'il pourrait en réalité être dangereux. L'homme dit à Liam qu'il ne pourra pas rester longtemps et qu'il souhaite lui enseigner un dernier sort avant de partir. Il demande à Liam de choisir un sort dans le livre de magie d'invocation et Liam choisit celui pour invoquer un salamandre, un esprit de feu de bas niveau. Suivant les instructions de l'homme, Liam utilise l'anneau pour activer le sort. Il réussit à invoquer le salamandre, mais celui-ci est immédiatement absorbé par l'anneau. L'homme explique que l'anneau fonctionne comme un carnet infini, absorbant le contenu de la manière dont le salamandre a été invoqué. Réalisant à quel point cet anneau est incroyablement précieux, Liam propose de le rendre à l'homme, mais celui-ci affirme que l'anneau n'est pas si spécial, il permet simplement à son utilisateur de ne pas avoir à transporter des grimoires volumineux. Comprenant cela, Liam continue d'utiliser l'anneau pour apprendre davantage de sorts d'invocation à partir du grimoire. Une fois qu'il a terminé ses expérimentations, il cherche l'approbation de l'homme, mais découvre que celui-ci a disparu. La seule chose qui reste est un message sur le sol conseillant à Liam de continuer à étudier la magie et de ne jamais parler à quiconque de leur interaction. Bien que Liam n'ait passé qu'une heure ou deux avec cet homme mystérieux, il le considère comme son maître et lui est profondément reconnaissant pour ses enseignements. Un mois passe et Liam maîtrise ses sorts d'attaque et d'invocation. En utilisant ces sorts, il crée un four fonctionnel, qu'il utilise ensuite pour produire du charbon blanc. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est étonné de voir qu'il a déjà fabriqué une quantité considérable de charbon blanc et collecté un sac rempli de cristaux de l'euchrochrome, utilisés pour récupérer de la puissance magique. Liam explique qu'il a créé les cristaux lui-même en utilisant 5 types de magie simultanément, démontrant ainsi ses compétences impressionnantes. Bruno est fier des progrès de son jeune frère, et il suppose que Liam réussira à se débrouiller seul. Bruno annonce qu'il a l'intention de se marier dans une famille noble de Baran pour gagner un peu d'indépendance. Il explique la nécessité de cette indépendance en racontant un épisode de l'histoire de leur famille. Il révèle qu'en désespoir de cause, pour sauver la famille, leur père a envoyé une grande quantité de soldats combattre un monstre scellé dans des terres lointaines. Cependant, la campagne a échoué, et seule une poignée de survivants est revenue. Malgré cette défaite dévastatrice, Monsieur Hamilton et leur frère aîné restent déterminés à tout faire pour conserver leur statut noble. Bruno pense qu'il pourrait un jour entraîner Liam dans leur machination, c'est pourquoi il encourage Liam à chercher lui aussi son indépendance. Le premier pas vers l'indépendance est de gagner de l'argent. Liam vend son charbon blanc contre une bourse de pièces d'or et utilise une partie de l'argent pour s'offrir un délicieux bol de ramen pour le déjeuner. Inspiré par ce repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison des Hamilton. Utilisant un esprit de glace pour déshydrater les nouilles, il crée des nouilles séchées et enseigne au chef de la famille comment les préparer. Convaincu que la vente de nouilles instantanées pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse d'acheter le produit,
expliquant que seul le fils aîné des Hamilton, Albrevy, a l'autorité pour conduire des affaires au nom de la famille. Alors que Liam quitte le magasin, frustré, Albrevy sort d'une pièce à l'arrière, révélant qu'il a observé de près les progrès de son frère cadet. Jaloux des talents croissants de Liam, Albrevy déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam rentre chez lui, déterminé, et reste motivé à poursuivre ses ambitions commerciales. Pour l'instant, il stocke tous ses objets créés dans un système de stockage dimensionnel qu'il a fabriqué à l'aide d'un sort appris grâce à l'anneau. Déterminé à continuer son travail sans être vu, Liam utilise un sort d'invocation peu conventionnel pour créer un clone de lui-même. Il prévoit de laisser ce duplicata à la maison des Hamilton pour maintenir les apparences, tandis qu'il part seul dans les terres lointaines pour vendre ses marchandises. Un autre jour, alors que Liam s'entraîne dans la forêt, son frère arrive et lui demande son but. Liam comprend sa question car son frère se sent menacé. Mais le garçon répond qu'il veut être autonome. Pour cela, Albrevy lui conseille de se rendre à la guilde des aventuriers. Liam arrive à la guilde et reconnaît que l'endroit ressemble à ce qu'il avait entendu dire. En entrant, il attire les regards inquisiteurs des autres chasseurs qui se demandent ce qu'un petit enfant fait dans la guilde. L'un d'eux se moque même de lui demandant s'il est venu faire des courses pour sa maman. Concentré, il ignore les vieux imbéciles et se dirige directement vers un homme au regard féroce qu'il suppose être le maître de la guilde. Lorsqu'il lui demande si cet homme est bien le maître de la guilde, celui-ci le reconnaît immédiatement comme Liam Hamilton. Il reconnaît également qu'Albrevy l'a informé de l'arrivée de Liam. Avant d'aller plus loin, il suggère de faire passer un test à Liam, précisant que cela est nécessaire pour ne pas le placer dans une classe trop difficile pour lui. En entendant cela, Liam n'a aucun problème avec l'idée. Pour commencer le test, le maître de la guilde lui ordonne de lancer un sort d'attaque qu'il trouve facile. Il ajoute même que Liam peut prononcer lentement son incantation, mais Liam n'a absolument aucune idée de l'utilité d'une incantation. Cela semble très amusant au maître de la guilde, mais il se rend vite compte de ce que Liam voulait dire. Liam se dit qu'il ne peut pas se retenir d'utiliser toute sa force, car c'est ce qui déterminera sa place dans la guilde. Sans perdre de temps, il tire plusieurs rafales autour de la tête du maître de la guilde, laissant sa bouche grande ouverte de surprise. Les autres chasseurs qui ont assisté à cela restent sans voix face à la puissance de la magie de Liam. Pendant ce temps, le maître de la guilde garde son calme et propose de classer Liam en catégorie B en raison de sa grande puissance. Cela laisse Liam indifférent, sans montrer de signe de joie ou de mécontentement. Après avoir quitté la guilde, il regarde sa plaque de rang B et se demande si cela est suffisant. Alors qu'il réfléchit à cela, une jolie fille s'approche de lui et se présente sous le nom d'Azuna. Elle propose de former une équipe avec lui, étant donné combien il est dangereux de chasser seul. Voyant à quel point elle est belle, Liam, tombant sous son charme, accepte rapidement son offre. Les deux se serrent la main pour sceller l'accord et partent ensemble. En chemin, Liam rappelle à Azuna qu'ils n'ont pris aucune mission de chasse de la guilde. En réponse, elle révèle que les missions de chasse sont seulement attribuées aux chasseurs de rang A et plus. Les chasseurs de rang B, comme eux, doivent se débrouiller pour trouver des monstres dangereux et les ramener à la guilde pour une récompense. Alors qu'elle explique cela, les deux sont attaqués par une meute de loups-garous monstrueux. N'ayant nulle part où fuir, Azuna est sur le point de se faire dessus mais retrouve sa confiance lorsque Liam utilise sa magie pour placer des monstres à croissance rapide dans les gueules des loups, les laissant occupés et épuisés, ce qui permet à Azuna de porter les coups finaux pour les éliminer. Après avoir éliminé tous les loups, il les ramène à la guilde. En voyant le nombre de loups tués, les autres chasseurs sont abasourdis par leur propre incompétence. Le maître de la guilde est ravi que les deux aient pu abattre 42 loups à eux seuls. Il réalise la force qu'ils possèdent et leur propose de les embaucher pour une véritable mission de chasse. Ils sont chargés de chasser un grand monstre chenille avant qu'ils n'interrompent la visite d'un important visiteur prévu pour arriver en ville plus tard dans la journée. Tandis qu'Azuna est heureuse qu'ils aient décroché leur première mission, Liam est plus préoccupé par les pierres magiques trouvées dans les corps des monstres, ce qui les rend plus difficiles à combattre que les bêtes ordinaires. Lorsqu'ils affrontent le monstre, ils trouvent qu'il est difficile à abattre et sont épuisés. Liam essaie tous les sorts de son arsenal, mais rien ne semble fonctionner contre le monstre, ce qui le fait se sentir comme un homme ordinaire. Cela laisse Azuna dévastée, car elle s'attendait à ce que leur première mission soit facile. En pleine déception, elle se demande si un météore pourrait tomber sur le monstre. Cette idée semble excellente à Liam, qui élabore un plan pour éliminer définitivement le monstre. Il utilise Azuna comme appât pour attirer le monstre dans un endroit désert et invoque sa boîte à objets pour faire tomber un gros rocher sur celui-ci. Ils finissent par utiliser cette technique pour abattre 2 monstres chenilles et retournent à la guilde avec leur prise. En voyant cela, le maître de la guilde et les chasseurs sont une fois de plus choqués. Ils se demandent comment ils ont pu abattre 2 monstres en si peu de temps. Les autres chasseurs continuent de se demander comment ils ont pu abattre les monstres si rapidement. Pendant ce temps, Azuna tente de convaincre le maître de la guilde de leur offrir une récompense plus élevée, lui rappelant qu'il y aurait pu avoir un problème avec le visiteur important s'il n'avait pas trouvé le 2e monstre chenille. Prenant cela en compte, il leur propose de leur donner 5 fois la récompense initiale en argent. Cela ravit Azuna, mais Liam reste impassible à ce sujet.
Plus tard dans la journée, tout le monde attend l'arrivée du visiteur important. Alors que Liam attend, son frère aîné vient le féliciter pour ses succès depuis son entrée dans la guilde. Il lui conseille de continuer sur cette lancée et part. En le voyant, Asuna imagine immédiatement qu'Albreville serait très rude, ce à quoi Liam acquiesce, car Albreville l'a toujours vu comme une nuisance. Sur une note plus positive, la personne importante arrive. En marchant parmi la foule qui le salue, il pose les yeux sur Liam et Asuna, et elle est frappée de stupeur par son regard. Plus tard dans la journée, Liam rencontre l'invité important, qui se présente sous le nom de James Stanley. Lorsque Liam se présente à son tour, James réagit comme s'il connaissait le père de Liam. Ne voulant pas s'attarder sur ce sujet, il cherche à savoir pourquoi Liam possède une bague qui appartenait à quelqu'un qu'il connaît, nommé Raymond. Il s'avère que Raymond était le maître de Liam. Au début, James tente de plaisanter en suggérant que Liam a volé la bague, mais en entendant Liam mentionner que Raymond était son maître, il se calme. Les deux commencent à discuter de l'époque où Liam était l'élève de Raymond, ce qui amuse beaucoup James. Il souhaite voir à quel point un élève de Raymond peut être puissant. Pour le découvrir, il demande à un de ses proches de se protéger contre le meilleur sort de Liam, espérant voir à quel point il est fort. D'ordinaire, Liam ne juge pas nécessaire de prononcer des incantations, mais il se souvient avoir lu quelque part que prononcer des mots pouvait rendre un sort plus puissant. Dans cet esprit, il utilise les noms de ses 3 chanteurs préférés comme incantation pour lancer des missiles magiques sur Simon, un des proches de James. Au début, on dirait que Simon parvient à bien se défendre, mais les missiles finissent par traverser son bouclier magique et l'évanouir. En voyant cela, James est très satisfait de l'efficacité des pouvoirs de Liam. Il lui propose de lui donner le titre de chevalier, pour lui donner la chance d'être indépendant de sa famille. Plus tard dans la journée, James fait de Liam un chevalier, comme il l'avait promis. Il espère que cela l'aidera à sortir de l'ombre de ses frères. Une fois le rituel de l'adoubement terminé, James cherche à en savoir plus sur le temps de Liam passé avec Raymond. Il connaît Raymond comme étant un farceur et veut savoir si Liam a déjà fait l'expérience de ses blagues. À ce moment-là, Liam se souvient du moment où son maître lui avait laissé 100 kg de poussière d'or comme cadeau de fin d'études, après l'avoir jeté dans l'eau et l'avoir obligé à perfectionner sa compétence de boîte à objets avant de pouvoir y accéder. Bien que cela ait été censé être un cadeau, Raymond révèle que le mystère derrière cela était un test de fin d'études pour Liam. En entendant cela, James comprend immédiatement que l'or n'était qu'une diversion, et que le véritable cadeau de fin d'études pourrait être tout proche, mais pas caché en évidence. Pour le découvrir, Liam retourne sur le site et utilise sa boîte à objets pour absorber toute l'eau du lac. En marchant à travers le lac asséché, il se demande ce que son maître aurait pu lui laisser. Il tente de décoder les derniers messages de son maître et finit par élaborer un plan pour extraire la poussière d'or seule et la déposer dans le lac vide. Après avoir fait cela, une porte mystérieuse s'ouvre. Liam descend les escaliers sous le lac vide et trouve une lettre ainsi qu'un livre. La lettre révèle que le livre, qui est un grimoire de niveau maximal, est son véritable cadeau de fin d'études. En prenant le livre, il se rend compte qu'il détient le pouvoir d'un autre monde. Curieux de découvrir ce que ce pouvoir renferme, il est déterminé à l'étudier pendant des heures. Il continue à pratiquer les sorts, mais cela ne donne aucun résultat favorable. Après plusieurs essais, il réussit enfin, et le sort révèle un énorme miroir. Liam entre dans le miroir et découvre un espace alternatif, dans un monde différent de celui du magicien. De plus, l'espace augmente à mesure qu'il devient plus puissant, car il peut y loger des gens, ce qui le rend plus efficace que la boîte à objets. Liam reste à imaginer les possibilités infinies de ce sort. Il est incroyablement reconnaissant envers son maître de lui avoir laissé quelque chose d'aussi puissant. Un mois plus tard, Liam et Asuna combattent une grande grenouille. Ils tentent d'utiliser des salamandres de feu contre elle, mais elles n'ont aucun effet. Cela irrite la grenouille, qui est prête à les attaquer avec de la foudre. Liam utilise ses pouvoirs du monde parallèle et emmène Asuna avec lui pour les protéger de l'attaque de la grenouille. Finalement, la grenouille perd connaissance, ce qui permet à Asuna de l'achever. Ils apportent la pierre magique de la grenouille à la guilde, et le maître de la guilde est surpris qu'ils aient réussi cela, surtout étant donné que c'était un travail classé. Cependant, il semble faire comme si Liam avait tout fait seul. Cela agace Asuna, mais elle ne le prend pas trop mal. Elle se demande comment elle pourrait devenir plus forte pour rivaliser avec la puissance de Liam. À ce moment-là, le maître de la guilde suggère qu'elle devienne sa familière, car cela améliorerait ses pouvoirs en fonction de ceux de son maître. En entendant cela, Asuna est ravie et accepte de devenir la familière de Liam, même si l'un des effets secondaires est qu'elle ne pourrait jamais lui dire non. Elle affirme qu'elle ne s'en soucie pas, même s'il veut être rusé avec elle, car cela ne la dérange pas. Liam accepte. Le maître de la guilde effectue le rituel pour eux en faisant embrasser Asuna le dos de la main de Liam. Lorsqu'elle fait cela, elle devient immédiatement plus puissante et acquiert une compétence unique qui lui permet de se déplacer vite comme l'éclair. Voyant comment cela fonctionne, Liam reste sceptique quant au contrat de familière, et se demande si cela fonctionne réellement. Il décide de l'essayer avec quelqu'un d'autre pour voir si cela est réellement efficace. Asuna lui recommande une personne qu'elle connaît, nommée Jodie. Lorsqu'il fait de Jodie sa familière,
elle rajeunit soudainement et acquiert le pouvoir de guérir les gens avec sa cuisine. Quelques jours plus tard, James invite Liam à sa maison et lui annonce l'arrivée de la princesse Scarlett. Il loue tous les accomplissements de Liam depuis son arrivée en ville et lui révèle que cela a fait de lui une personne d'intérêt pour la princesse. Il ajoute que la princesse souhaite voir ses familiers et observer leurs capacités uniques. En entendant cela, Liam refuse immédiatement, car il pense que cela serait irrespectueux envers ses familiers, qui sont ses amis et non des objets de spectacle. Après qu'il ait dit cela, James le laisse partir. Nous découvrons alors que la princesse n'est en réalité que la servante déguisée, et ayant entendu toute leur conversation, elle croit que Liam n'oserait pas lui dire la même chose en face. Le protagoniste est allé rencontrer la princesse et a été impressionné par l'importance de cette femme. Il se présente, et elle lui dit qu'elle veut aller droit au but. Scarlett souhaite qu'il lui explique comment il a réussi à vaincre l'orfe carnivore et la grenouille géante. Liam partage tous les détails, et la princesse est stupéfaite, n'ayant jamais entendu parler de quelqu'un capable de vaincre une grenouille géante sans magie de haut niveau. Scarlett demande à James s'il connaît un cas similaire, mais lui aussi confirme que c'est inédit. De son côté, Liam se demande à quoi peut ressembler cette magie de haut niveau, car il aimerait bien l'utiliser un jour. La princesse exprime maintenant le souhait de rencontrer les compagnons de Liam. Malgré la pression qu'il ressent, il refuse, expliquant qu'il ne compte pas transformer ses camarades en spectacle. Contre toute attente, Scarlett éclate de rire et admet qu'elle est désormais encore plus intéressée par Liam. Elle lui explique qu'il est rare que quelqu'un capte son attention 2 fois et qu'il mérite donc une récompense. Liam s'interroge sur ces 2 fois, mais Scarlett l'interrompt et lui accorde le titre de baron. Pour ceux qui l'ignorent, c'est le plus bas rang de la noblesse, mais cela reste tout de même une position noble. Liam a du mal à y croire, car il estime n'avoir accompli aucun exploit méritant un tel honneur. Cependant, Scarlett insiste, réussir à capter son attention à 2 reprises est un exploit en soi. En plus du titre, elle lui offre un grimoire de pacte avec un familier. Liam la remercie sincèrement pour ce cadeau, et Scarlett est surprise de voir qu'il est bien plus heureux de recevoir un grimoire que d'être fait noble. Plus tard, alors qu'il admire son nouveau grimoire, Bruno, son frère, vient le voir. Apprenant que Liam est désormais baron, Bruno est ravi et mentionne qu'Albrevie, leur frère, sera probablement furieux. Cela paraît étrange, car leur père est un comte, un titre bien plus élevé. Cependant, Bruno explique que les titres obtenus par mérite surpassent ceux hérités. Bruno est très fier de son frère et espère qu'il continuera à prospérer. La nuit venue, Liam croise son frère aîné, Albrevie. Malgré le salut cordial de Liam, Albrevie est furieux et lui lance un tu verras. Jaloux des accomplissements de son frère, il force des servantes à dire qu'il est meilleur que Liam, les menaçant de licenciement si elles refusent. Albrevie est déterminé à surpasser Liam par n'importe quel moyen. Le lendemain, Liam prend le thé avec ses 2 compagnons. Cependant, il est gêné d'être appelé maître juste à cause de son pacte de familier. Il leur demande alors de l'appeler simplement par son prénom. Les 2 jeunes femmes sont ravies d'être à ses côtés, ce qui attire quelques envieux en raison de leur beauté. Avec le pacte officiel signé, ils forment enfin un groupe et ne tardent pas à partir en forêt pour vivre quelques aventures. Alors qu'ils combattent plusieurs ennemis, on remarque qu'Azuna a beaucoup amélioré sa mobilité. De son côté, Jody sent que sa vision s'est énormément améliorée, ce qui est crucial pour un archer. Le protagoniste, ignorant ce changement, s'interroge. Il utilise alors un pouvoir spécial pour améliorer encore davantage la vision de Jody, atteignant un niveau incroyable. Azuna, intrigué, demande ce qu'il vient de faire. Liam lui explique qu'il a utilisé de la magie de renforcement sur les yeux de Jody. Surprise, la blonde lui demande de faire de même avec elle, mais il refuse, expliquant que ce n'est pas une bonne idée. Azuna insiste pour avoir une explication, et Liam lui détaille que bien qu'il soit possible de renforcer sa force, son corps en souffrirait. Par exemple, en frappant quelque chose, ses os risqueraient de se briser. En revanche, la vision ne présente pas ce genre de risque, car elle n'implique pas de choc physique. En tout cas, les résultats sont évidents, Jody voit beaucoup mieux. Plus tard, en retournant au guild, il découvre une situation catastrophique. Azuna demande à quelqu'un ce qui se passe, et on lui explique qu'Albrevie a causé un énorme problème en brisant un seau, provoquant un désastre sans précédent. Liam se précipite immédiatement chez lui et découvre de nombreux soldats blessés, parmi lesquels Albrevie, qui semble vouloir continuer à se battre. Toutefois, le maître barbu de la guilde intervient pour lui donner une bonne leçon avant de l'envoyer en ville. Liam se sent coupable de la situation, mais le maître barbu lui assure qu'il n'en est pas responsable. Azuna, perdu, demande des explications. Le maître leur raconte qu'un dragon impitoyable nommé Radon, scellé dans cette forêt par le grand-père de Liam, vient d'être libéré. Liam réalise alors que ce dragon est la créature dont Bruno lui parlait souvent. Il existe un moyen de recréer le sceau, et les personnes nécessaires sont déjà présentes. Cependant, il reste un problème, les radonnés mineurs, les rejetons du dragon, qui sont à l'origine du chaos actuel. Ces petits dragons, bien qu'impressionnants, ne sont rien comparés à leurs parents. Le dragon principal, après avoir été scellé si longtemps, aura besoin de quelques jours pour récupérer ses forces.
Il est donc impératif de le sceller avant qu'il ne retrouve toute sa puissance. Malheureusement, ces rejetons viennent tout juste de surgir. Ces dragons sont extrêmement agressifs, et Asuna veut tenter de les affronter. C'est une tâche ardue, car leurs flammes sont extrêmement destructrices. Liam sait qu'ils sont en difficulté, d'autant plus qu'il y a 3 dragons à affronter. Il demande alors à Asuna d'utiliser sa vitesse pour s'éloigner avec Jody. Pendant ce temps, Liam invoque sa boîte à objets, convoque ses objets préférés et déclenche un sort nommé monde parallèle. Grâce à cela, il parvient à piéger les créatures dans une dimension parallèle. Il lance ensuite son grimoire dans sa boîte à objets, scellant ainsi les 3 créatures. Le maître barbu est impressionné que Liam ait pu, seul, vaincre les 3 dragons en un seul mouvement. Alors que les autres commencent à recréer le sceau pour enfermer Radon, Asuna et Jody reviennent pour demander à Liam comment il a fait. Il leur explique qu'il a utilisé son sort monde parallèle, qui crée un espace séparé. Comme il ne maîtrise pas encore parfaitement ce sort, tout ce qui entre dans cet espace disparaît lorsqu'il le désactive. Ces 2 personnes sont ravies d'avoir Liam à leur côté, le considérant comme quelqu'un d'incroyable. Soudain, une voix terrifiante résonne en appelant Liam. Il s'agit de Radon, le dragon, qui lui dit qu'il est un humain insignifiant mais doté d'une immense âme. Liam est surpris que le dragon impitoyable lui parle, et Radon est tout aussi étonné qu'on l'appelle ainsi. Il se demande si c'est ainsi que les humains modernes le nomment, bien que cela ne l'intéresse pas, car il est normal que son nom ait changé au fil des siècles. Radon demande alors au protagoniste qui il est réellement. Liam répond qu'il n'est qu'un simple humain, mais le dragon n'y croit pas, ressentant que l'âme et le corps de Liam ne sont pas en harmonie. Liam se demande si Radon a deviné qu'il est un adulte réincarné dans un corps plus jeune. Le dragon lui répond que, même s'il ne sait pas comment cela est arrivé, la vie de Liam sera certainement très intéressante. Liam a l'impression que le dragon lui a lu dans les pensées, mais Radon lui demande de le laisser l'accompagner, voulant observer sa vie de près. Hésitant, Liam écoute Radon, qui promet de ne pas lui faire de mal et même de l'aider, mais uniquement dans la mesure où cela sert ses objectifs. Après réflexion, Liam décide de lui faire confiance et lui demande sa force. À cet instant, une marque apparaît sur la main droite de Liam. Tout le monde est stupéfait, y compris Liam lui-même, qui ressent le pouvoir de Radon circuler dans son corps. En testant sa nouvelle puissance, Liam réalise qu'il peut lancer 11 sorts sans incantation. Poussé par cette découverte, il invoque les noms de ses chanteurs préférés pour maximiser son pouvoir et réussit à lancer 17 sorts en tout en gardant le contrôle. Cependant, cette démonstration affecte gravement les mages encapuchonnés environnants. Radon conseille à Liam de contenir son pouvoir, car il est trop écrasant pour eux. Heureusement, Jody et Asuna ne semblent pas affectés, peut-être en raison de leur lien en tant que familiers de Liam. Le maître barbu remercie Liam d'avoir éliminé la menace, mais ce dernier s'excuse pour les effets secondaires de sa nouvelle puissance. Se sentant responsable des souffrances causées par le combat, Liam offre 10 kg d'or pour couvrir les frais des blessés, en demandant de prioriser ceux nécessitant une longue convalescence. Le maître barbu est abasourdi, considérant ce geste comme une bénédiction. Dans son esprit, il commence à souhaiter que Liam devienne le chef des Hamilton pour le bien de tous. Plus tard, le comte Charles remercie Liam d'avoir réglé le désastre causé par Albrevie. Bien que tout soit résolu, Liam s'interroge sur le sort de son frère aîné. Charles lui explique qu'Albrevie est en résidence surveillée, mais Liam a entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être déshérité. Pendant la nuit, Liam se rend dans la chambre d'Albrevie et entend les lamentations de son frère. Bien qu'il sache qu'Albrevie mérite ce qui lui arrive, Liam semble éprouver une certaine empathie pour lui. Il ne peut pas supporter que tout se passe bien pour le protagoniste, mais notre jeune héros, pour une raison quelconque, ne ressent aucune rancune envers lui, mais plutôt de la pitié. Il sait que son frère aîné n'a voulu que protéger la famille, mais qu'il a été emporté par les mauvais sentiments. Cette même nuit, Liam fait un rêve très étrange, dans lequel il s'entraîne à la magie. Après avoir réfléchi un moment, il comprend qu'il s'agit de nouveaux sorts. Sans perdre de temps, il court dans la forêt pour essayer 2 nouveaux sorts. Le premier lui a pris beaucoup de temps à maîtriser, mais il lui permet d'invoquer des créatures du dragon sous sa totale volonté. La princesse arrive et pense en elle-même être choquée qu'un simple enfant soit capable d'utiliser de la magie sacrée. Liam lui demande ce qu'elle fait dans cette zone, et elle lui répond qu'elle est venue voir le seigneur Hamilton, qui est désormais Liam. En résumé, elle est venue lui remettre une récompense pour avoir vaincu le dragon impitoyable. Malheureusement, le père de Scarlett ne lui permet pas de lui accorder un titre plus élevé, mais en échange, il le nomme chevalier de 3e classe de l'ordre du Phénix. Liam hésite à accepter ou non, mais elle insiste, car le peuple a besoin de la tranquillité d'esprit, sachant que le dragon a été vaincu et qu'un héros existe. En y réfléchissant, Liam ne trouve pas cela si mal, mais elle veut maintenant savoir comment il a vaincu le dragon, car selon la méthode, elle pourrait le déclarer héros du royaume. Liam sent qu'il doit tout lui expliquer pour apaiser les choses. De bonne foi, il commence à le faire, mais l'expression de Scarlett lorsqu'elle entend la suite le terrifie, elle n'arrive pas à croire ce qu'il vient de dire. Elle se rend compte que ce qu'elle a vu tout à l'heure était de la magie sacrée, mais ce qu'elle vient d'entendre prouve le contraire.
Elle lui demande de ne raconter cela à personne avant d'avoir de nouvelles informations. Le lendemain, la princesse envoie à Liam 3000 pièces d'or, une somme totalement démesurée, à vrai dire. James discute avec le protagoniste et veut savoir si ce dernier peut vraiment utiliser la magie sacrée. Le jeune héros sait qu'il ne doit rien révéler, car la princesse a payé cher pour son silence. Cependant, James, avec son expérience, commence à soupçonner que la princesse cache quelque chose et veut en avoir le cœur net. Il a lu dans un rapport que le gigantesque dragon s'est transformé en lumière et s'est introduit dans le corps de Liam. Ne pouvant plus garder le secret, Liam finit par avouer qu'il peut désormais utiliser certains sorts de magie sacrée. Pour prouver ses dires, il montre le sort Clear, qui élimine tout état altéré, comme une purification. James, impressionné, lui demande s'il connaît la guerre des 3 dragons. N'en ayant jamais entendu parler, Liam écoute attentivement. James raconte qu'autrefois, 3 dragons se sont affrontés, mais un seul a triomphé grâce à l'usage de la magie sacrée. Ce dragon vainqueur s'est uni à une humaine, qui a utilisé la magie sacrée pour fonder une nation, celle où il se trouve actuellement. Initialement, on pensait que cette union signifiait la fondation d'une famille, mais James commence à croire que ce n'est pas le cas. Il pense que Liam, en étant lié au dragon, revit ce qui s'est passé à la fondation de la nation. James partage ses inquiétudes, notamment concernant les Hamilton, et plus particulièrement le père de Liam. Les Hamilton ont été déclarés nobles pour avoir scellé un dragon autrefois perçu comme une menace. Mais si ce dragon est en réalité l'ancêtre de la nation, leur titre pourrait être révoqué. James ajoute qu'un danger encore plus grand serait que le dragon, rempli de colère, cherche à se venger, ce qui plongerait la nation dans le chaos. Cependant, le dragon a dit à Liam qu'il se moquait de l'opinion des humains et qu'il recevrait un nouveau nom dans quelques siècles. Il a également avoué s'intéresser à la vie de Liam, ce qui rassure James, car cela signifie que la nation ne devrait pas être en danger. James conclut que grâce à cette situation, tout le monde peut se sentir en sécurité, et Liam pourrait même être vu comme le sauveur de la nation. En marchant, Liam réfléchit à la possibilité de préparer à l'avance les sorts qui prennent du temps à s'activer. Plus tard, il retrouve ses 2 camarades, qui lui annoncent qu'il y a de nombreuses demandes pour rejoindre leur groupe. Sa renommée, due à la défaite du dragon, attire beaucoup de monde, et il devra choisir parmi une liste de candidats en tant que chef de groupe. De retour chez lui, une de ses camarades lui annonce qu'il a reçu des propositions de mariage, y compris une recommandation de Bruno, qui lui présente le profil d'une jeune fille, parente de sa femme. Bruno ne comprend pas pourquoi tout ce tapage. Il demande au protagoniste ce qu'il a fait pour être si populaire. Certes, il a vaincu un dragon, mais il doit y avoir autre chose pour que même des nobles de haut rang veuillent le rencontrer. Le protagoniste, déconcerté, ne sait pas quoi penser, car il n'avait jamais connu une telle popularité, même dans sa vie précédente. Plus tard, il invite ses camarades pour leur montrer quelque chose dans le monde parallèle, une immense maison qu'il a fait construire et qu'il a déplacée dans ce lieu. Grâce à sa maîtrise totale du sort, les objets ne disparaissent plus comme avant. Jody trouve cependant la maison trop lumineuse et aimerait davantage d'obscurité. Le protagoniste invoque alors un esprit d'obscurité pour assombrir l'endroit, mais comme l'obscurité devient totale, il fait apparaître une salamandre de feu pour allumer une cheminée, ce qui améliore l'ambiance. Le problème est que l'esprit d'obscurité, étant de bas niveau, ne peut pas contrôler l'intensité de l'obscurité. Asuna remarque que ce serait bien que les esprits puissent évoluer comme les humains. Cela donne une idée brillante à Liam, qui décide soudain de conclure un pacte avec l'esprit d'obscurité. Grâce à ce pacte, l'esprit monte de niveau, permettant à Liam de contrôler parfaitement l'obscurité et de la rendre plus naturelle. L'esprit le remercie et lui demande de l'invoquer en cas de besoin, mais Liam ne connaît pas encore le sort d'invocation pour les esprits de niveau intermédiaire. La grand-mère de l'obscurité lui explique que son anneau lui permet d'y stocker un sort d'invocation de niveau intermédiaire, bien qu'ils doivent s'entraîner un peu. Après un moment, il réussit à sceller l'esprit dans l'anneau et commence à faire évoluer la salamandre, qui devient un charmelion. Il enchaîne avec d'autres esprits, ce qui lui donne littéralement une belle collection d'esprits évolués, tout cela avec un simple anneau. Le protagoniste est maintenant si puissant qu'il peut posséder plusieurs esprits de niveau intermédiaire, alors que les grimoires nécessaires à cela sont normalement des trésors réservés à la noblesse. Le lendemain, à la demande de Radon, Liam s'aventure dans la forêt. Le dragon lui demande d'invoquer l'un de ses enfants, ce que Liam réussit après beaucoup de pratique. Cependant, l'espace commence à se distordre, et il aperçoit une multitude de fées. Les fées s'enfuient à la vue d'un humain, mais Liam leur annonce qu'il est là au nom de Radon. Peu à peu, elle s'approche et confirme que le dragonnet est bien le fils du dieu dragon, comme elle l'appelle. Liam explique qu'il est venu parce que Radon veut qu'ils prennent en charge leur protection. En effet, les ailes de fées, très recherchées par les humains, les mettent en danger constant. Le dragon les protégeait autrefois avec une barrière, mais cette responsabilité incombe désormais à Liam. Radon lui conseille de donner un nom aux fées, car les humains ont un talent particulier pour cela. Liam accepté, par un pacte de familier, nomme la fée aux cheveux verts Rena. Contre toute attente, Rena évolue en une elfe. Radon, surpris,
explique que nommer les créatures par un pacte multiplie leur puissance magique. Il conseille à Liam de donner un nom aux êtres avec qui il forme des pactes. Liam trouve cela judicieux. Les autres fées réclament aussi un nom, et Liam, tel un prêtre, commence à les baptiser une par une. À la fin, une véritable communauté d'elfes, désormais ses familiers, s'est formée. Elle lui demande ce qu'elles peuvent faire pour lui, prête à lui obéir en tout. Après mûre réflexion, la meilleure idée de Liam est de construire un village dans cet endroit. Il nomme Rena comme chef, car les habitants auront besoin d'un leader pour rester unis. La fée aux cheveux verts le remercie chaleureusement et promet de tout faire pour rendre son maître, en l'occurrence Liam, fier d'elle. Liam, épuisé après avoir utilisé autant de magie, ressent soudain une puissante énergie magique dans la forêt. En enquêtant, il découvre que cette énergie provient d'un arbre. Il demande alors à Rena ce que c'est. Elle lui explique que les fées rassemblent la magie flottant dans l'air et la condensent en un seul endroit, créant une sorte de fruit au goût sucré comme du miel. Radon conseille à Liam de le manger, ce qu'il fait. Liam se sent alors encore plus puissant. Il teste un sort et se rend compte qu'il peut désormais invoquer 19 missiles magiques, une prouesse qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Le lendemain, Liam retourne au village. Toutes les fées l'accueillent en l'appelant maître, mais il leur demande de simplement l'appeler Liam. Un problème survient cependant, bien qu'elles aient essayé plusieurs choses, elles ne savent pas comment construire une maison. Ce problème peut attendre, car une des elfes, Suzy, a été capturée par des malfaiteurs. Liam, très sérieux, donne une bonne leçon à l'un des malfaiteurs avant d'invoquer un double pour s'occuper des deux autres. Heureusement, Suzy est sauvée. Liam se rend compte que cet endroit est trop dangereux pour les fées. Il décide de les relocaliser dans son monde parallèle. Bien que cet espace soit trop étroit pour accueillir autant d'habitantes, il se demande si le nectar des fées pourrait avoir agrandi l'espace disponible. Il leur annonce que ce sera leur nouveau foyer, un lieu où elles ne courront plus de danger comme Suzy en a rencontré. Les fées, émues, le supplient de devenir leur roi. Liam, un peu pris au dépourvu, finit par accepter, mais précise qu'il sera simplement leur leader, pas leur roi. Liam sait que le monde parallèle n'est qu'une solution temporaire. Il devra trouver des terres où elles pourront vivre durablement. Plus tard, alors que tout le monde profite de nouilles instantanées, Liam s'entraîne à utiliser un sort de magie sacrée transmis par Radon. Voyant les efforts de Liam, le dragon lui donne un coup de main, ce qui permet à Liam de maîtriser le sort. Liam, prévoyant, avait envoyé son double dans un endroit très éloigné. Il rassemble toutes les elfes et active sa magie sacrée de haut niveau, un sort de téléportation. Ils se retrouvent instantanément à 100 km de leur position initiale, dans un endroit appelé la Terre Scellée. Cet endroit se trouve à 4 jours de marche, mais grâce à sa capacité de téléportation, Liam peut se rendre immédiatement dans tout lieu visité auparavant. De plus, tout endroit exploré par son double est automatiquement considéré comme visité par l'original. Pour l'instant, il faut 4 jours à Liam pour recharger son sort, mais il espère le maîtriser bientôt. Le dragon lui demande de poser sa main sur son emblème pour briser le sceau qui protégeait cet endroit. Auparavant, Radon le protégeait, bien qu'il ne dise pas pourquoi. Ce lieu deviendra le nouveau foyer des elfes, qui sont ravis de ce cadeau. Rena informe Liam qu'elles n'ont trouvé aucune goutte d'eau malgré leurs recherches. Liam répond que la terre est très fertile et qu'il doit forcément y avoir une source d'eau quelque part. Il invoque l'esprit de l'eau pour leur venir en aide. Immédiatement, l'esprit détecte une source, leur épargnant de longues journées de recherche. Il décide alors de construire le village à cet endroit. Pendant ce temps, Liam s'entraîne à utiliser son sort de téléportation sur de courtes distances. Il sait que l'utiliser fréquemment l'aidera à mieux le maîtriser. De plus, grâce à certains cristaux, il peut presque instantanément récupérer son énergie magique. Après de nombreuses séances d'entraînement, Liam finit par maîtriser parfaitement le sort de téléportation. Avant de partir, il fait ses adieux aux elfes. Il informe Rena que les jeunes dragons veilleront sur elle en son absence et leur promet de revenir rapidement. Liam se rend alors auprès de la princesse, qui a une question à lui poser. Elle veut savoir si le dragon lui a parlé d'une terre promise. Liam répond que non, mais il mentionne une terre scellée. La princesse insiste pour visiter cet endroit. Plus tard, un ingénieur de la cour arrive, et Liam le duplique avant d'utiliser son sort de téléportation pour se rendre sur place. Une fois là-bas, Scarlett est stupéfaite. Elle demande à Radon, via Liam, si cet endroit est bien la terre promise. Le dragon répond qu'il n'a jamais promis de terre aux humains, mais ne nie pas que cet endroit pourrait être cette fameuse terre promise. Bien que cela soit un peu flou, Scarlett est convaincue que ce lieu est le paradis mentionné dans les anciennes légendes. Elle sort alors un objet de sa poche, appelé la clé du destin. Lorsque Liam la prend en main, la terre commence littéralement à flotter, confirmant qu'il s'agit bien de la terre promise. Scarlett s'incline devant Liam et le proclame maître de la terre promise. Elle lui demande de créer une nation sur cette terre, affirmant qu'elle deviendra un véritable paradis pour tous dans un avenir proche. Liam doute de pouvoir accomplir une telle tâche, mais Scarlett lui promet son soutien indéfectible et lui jure fidélité. Les travaux dans la terre promise sont déjà en cours, et les elfes s'efforcent de construire leur village sous les ordres du double de Golak, l'ingénieur royal. Pendant ce temps, notre protagoniste se consacre à éliminer les monstres de la région.
La princesse l'observe, émerveillée par sa puissance, et ne cesse de l'appeler maître. Liam lui demande pourquoi elle n'est pas à la capitale, mais une surprise l'attend, elle lui demande d'arrêter de la traiter comme une altesse, car elle est désormais sa servante. On raconte que la famille maternelle de Scarlett possède du sang de dragon, ce qui signifie qu'elle doit servir le grand dieu dragon Radon. Radon ordonne à Liam de conduire Scarlett dans un endroit situé au nord. À leur arrivée, ils découvrent des ruines avec des inscriptions étranges et un gardien métallique prenant la forme de Radon. Le dieu dragon demande à Liam de vaincre ce gardien. Sur son front est gravé un mot en langue ancienne. Radon lui explique qu'en effaçant une lettre, le mot deviendra obéissance. Scarlett indique à Liam qu'il s'agit de la deuxième lettre en partant de la droite. Liam s'exécute, et cela fonctionne, le gardien obéit désormais à Scarlett grâce à son sang de dragon. Scarlett décide de rester avec le dragon de métal pour soigner une blessure, bien que cela semble étrange puisqu'il est en métal. Liam retourne au village, où il remarque de la fumée. Les elfes l'informent qu'ils ont été attaqués par des loups-garous. Peu après, ces derniers arrivent, furieux que leur terre sacrée ait été envahie. Leur chef menace de tuer tout le monde s'ils ne quittent pas les lieux. Liam tente de négocier, mais le chef l'attaque. N'ayant pas d'autre choix, Liam l'immobilise et invoque un dragonnet pour comprendre les raisons de cette attaque. Le loup, surpris, explique que les loups-garous ont toujours vécu ici et chassent les intrus sur ordre du dieu dragon. Liam répond que les elfes sont également protégés par Radon, ce qui fait d'eux des alliés. Le chef des loups-garous s'excuse, et les elfes suggèrent qu'ils concluent un pacte avec Liam, comme elles l'ont fait. Liam accepte et découvre que le loup, nommé Chris, est en réalité une femme. Après un repos bien mérité, Liam remarque que Chris et les autres loups-garous, désormais évolués, travaillent dur pour faire progresser le village. Chris s'approche de manière affectueuse pour lui annoncer qu'il répare les dégâts qu'ils ont causés auparavant. Liam réfléchit à la possibilité de réparer certaines choses avec la magie, mais il n'a pas de sort pour cela. Radon lui conseille de créer un nouveau sort en visualisant ce qu'il souhaite et en persévérant. Inspiré, Liam développe le sort mémoire persistante, qui permet à certains objets de conserver des formes ou des états spécifiques. Même Radon est impressionné par la rapidité de Liam à maîtriser cette nouvelle magie. Encouragé, Liam travaille sur une version améliorée de missile magique qu'il appelle Power Missile. Radon lui conseille de continuer à créer de nouveaux sorts et d'explorer le monde. Il suggère également de fonder une nation, car cela lui enseignera beaucoup. Cependant, Liam semble plus intéressé par l'origine de la magie, comment la première personne à l'avoir utilisée l'a-t-elle créée? Il suppose qu'il doit être possible de créer un sort sans visualisation préalable. Radon, amusé par l'originalité de Liam, l'encourage à poursuivre ses réflexions. Mais soudain, Rena arrive en urgence, on lui a signalé que des humains poursuivaient récemment des faits. Immédiatement, Liam se téléporte pour vérifier la situation, et effectivement, des humains à cheval poursuivent des faits tout en commentant à quel point ces terres inexplorées sont incroyables. Il semble aussi motivé par l'idée de trouver des trésors. Liam se place devant eux, et les hommes lui demandent s'il habite ici. Se remémorant les paroles des autres, il prend son courage à deux mains et leur annonce que cet endroit est sa nation. Le chef des explorateurs lui demande le nom de cette nation, mais comme Liam ne sait quoi répondre, il se moque de lui et tente de continuer son chemin. Sans patience, Liam les avertit que s'il persiste, il utilisera tout son pouvoir pour les expulser. Les explorateurs, peu impressionnés par un jeune homme seul, ne prennent pas sa menace au sérieux. Liam décide alors de leur donner une leçon afin qu'ils ne reviennent jamais. De retour au village, Rena informe Liam que toutes les fées vivant sur ces terres souhaitent conclure un pacte avec lui en tant que familier. Liam accepte volontiers, mais il est surpris de découvrir qu'il y a en réalité près de 100 fées. Après leur avoir donné des noms et les avoir fait évoluer en elfes, Liam remarque que le village a énormément grandi. Dans un autre moment, Liam montre à Scarlett un casque trouvé sur les explorateurs. Scarlett identifie un emblème dessus comme celui de Balt. Elle explique que, comme les royaumes de Jamil et Kistador, ces hommes étaient des explorateurs. Elle ajoute que d'autres explorateurs des royaumes voisins pourraient bientôt arriver, car la vallée qui séparait autrefois ces nations est désormais reliée à la terre promise. Cela pose un sérieux problème, ils sont entourés par 3 grandes nations. Scarlett conseille donc à Liam de fonder rapidement une nation. Pour cela, il lui faudra 3 éléments, des terres, une population et du pouvoir. Si les terres et la population semblent réalisables, Liam sait qu'il lui manque des soldats pour défendre ce nouveau pays. Chris propose que les lycanthropes prennent en charge la protection de la nation. Scarlett leur demande de faire preuve de stratégie, en utilisant leur force de manière judicieuse pour s'assurer que les autres nations choisissent de devenir des alliés plutôt que des ennemis. Le lendemain, un noble nommé Leonardo Berkeley arrive de Jamil. Il annonce que son royaume souhaite une alliance avec Liam et, pour sceller ce pacte, propose la main de la princesse Scarlett. Liam trouve cette offre trop parfaite pour être honnête et doute que Leonardo connaisse réellement Scarlett, qui se tient juste devant lui. Face à cette situation complexe, Liam invente un nouveau sort, la télépathie, qui lui permet de communiquer avec Scarlett par la pensée. Il lui demande si elle pense qu'il doit accepter la proposition. Scarlett lui répond que, même si cela cache peut-être une intention douteuse,
l'important est de gagner du temps pour consolider leur nation. Liam accepte donc, mais demande un délai d'1 an avant la célébration du mariage, expliquant que cela permettra à la nation d'être mieux préparée pour accueillir une princesse. Leonardo accepte et promet de transmettre ce message au roi de Jamil. Peu après, Liam et son clone utilisent la téléportation pour visiter la demeure de Scarlett dans la capitale. Liam n'y est jamais allé, mais son double l'avait déjà visité avec Scarlett, lui permettant ainsi d'utiliser cette capacité. Scarlett, après avoir confirmé qu'il s'agissait bien du vrai Liam, l'accueille dans son manoir. Liam, curieux, admet qu'il aimerait explorer la capitale, mais Scarlett lui rappelle qu'en tant que dirigeant d'une autre nation, il ne peut pas se permettre d'être vu ainsi. Alors qu'il se prépare à prendre un thé, Liam sent quelque chose d'étrange, c'est comme si Radon était présent dans cet endroit. Le dragon confirme que oui, bien que ténu, son pouvoir est présent dans cet endroit. Liam interroge Scarlett pour savoir si quelque chose lié à Radon se trouve ici. Elle lui montre une statue qui appartient à sa famille depuis des générations, et plus précisément à sa mère, la reine. Le dragon, surpris de voir cet objet ici, demande à Liam d'utiliser le sort purification sur la statue. Lorsqu'il le fait, la statue réagit et permet à Scarlett d'utiliser un puissant sort du dieu dragon, mais cela l'épuise presque entièrement. Radon explique que cette statue renferme une armure magique imprégnée de son pouvoir. Non seulement elle amplifie le pouvoir magique de son porteur, mais elle lui permet également d'utiliser certaines capacités du dieu dragon. Cependant, Scarlett est épuisée car l'armure qu'elle a activée est l'armure dorée, la plus puissante des 3 existantes. Radon ajoute que les 2 autres armures ont été perdues lors d'anciens combats. Liam demande comment ces armures magiques sont fabriquées. Radon explique que leur création nécessite du mithril pur. Scarlett promet d'en fournir immédiatement. Après plusieurs essais, mélange et beaucoup de magie, ils parviennent à un résultat exceptionnel. Liam propose à Scarlett de faire un pacte avec l'armure, ce qu'elle accepte. Scarlett obtient ainsi une nouvelle armure, désormais liée à elle, qui ne l'épuise plus autant. Elle remarque que l'armure semble vivante, et Radon explique que les objets magiques de très haut niveau, comme les armures et les épées démoniaques, sont presque des êtres vivants. Intrigué, Liam décide de nommer l'armure Ares. Scarlett ressent immédiatement une légèreté et une puissance accrue. Même Radon avoue qu'il n'avait jamais envisagé un pacte de ce genre auparavant. Grâce à cette innovation, Scarlett devient bien plus puissante. Radon partage ensuite une anecdote avec Liam, il avait donné un nom à un artefact, mais n'avait jamais fait de pacte avec lui comme familier. Il s'agit du dragon de métal, qui est en réalité l'armure personnelle de Radon. Liam comprend que c'est cette armure que Radon avait utilisée lors de la guerre des 3 dragons. Liam demande la permission de l'utiliser, ce que Radon accepte. Liam se rend au village pour observer le dragon de métal. Impressionné par cette gigantesque statue mobile dotée d'une volonté propre, il décide de faire un pacte avec elle. Une fois lié au dragon de métal, Liam se sent extraordinairement puissant, capable de lancer 37 missiles en même temps. Cependant, après son premier sort, il s'épuise complètement. Radon explique que Liam est le 3e à avoir survécu après avoir porté cette armure, et le premier à avoir réussi à lancer un sort. Radon ajoute que, si Liam parvient à maîtriser totalement cette armure, il pourrait régner sur le monde entier. Après que le protagoniste a récupéré une partie de son pouvoir, il demande à Scarlett un moment pour emmener le roi Radon gardien. Elle lui répond qu'il devrait même le garder. Liam le range alors dans sa boîte à objets, car rappelons que ce dragon n'est pas un être vivant à proprement parler. Scarlett retourne à la capitale tandis que Liam se rend au village. En arrivant, il constate que le développement du village est bien avancé. Cependant, Rena vient informer qu'un groupe de trolls vit à proximité. Ces créatures musculeuses sont redoutables, et il en existe 2 types, les extrêmement violents et les très amicaux. Malheureusement, ceux qui vivent près du village font partie des violents. Sachant que de plus en plus d'humains viendront s'installer ici, le protagoniste doit intervenir au plus vite pour éviter toute catastrophe. En chemin, Liam remarque que la région est devenue aride, alors qu'elle était fertile il y a peu. Pourtant, malgré l'absence de végétation, la zone regorge de ressources comme le fer. Peu après, les trolls apparaissent et lui demandent qui il est. Il se présente sous le nom de Liam et leur annonce qu'il est venu les recruter, car il construit une nouvelle nation. Le troll reste méfiant envers les humains qu'il considère comme des menteurs. Mais Liam insiste, affirmant qu'il traitera tout le monde de manière juste. Il leur révèle même que les fées et les loups-garous l'ont déjà rejoint et qu'ils devraient en faire de même. Le troll refuse d'écouter et attaque. À la surprise générale, il se bat intelligemment et parvient à piéger Liam pour l'achever en un seul coup. Cependant, grâce à son armure magique de combat de Radon, Liam ressort indemne. Le troll, déconcerté, ne comprend pas ce qu'il s'est passé, tandis que ses compagnons semblent effrayés. Le protagoniste lui explique que sa rage a failli blesser ses propres alliés et que s'ils sont encore en vie, c'est uniquement grâce à sa protection. Impressionné, le troll voit en Liam un être à la fois puissant et bienveillant, et accepte de l'écouter. Liam lui explique qu'il construit un village où vivent principalement des elfes et des lycanthropes, ainsi que quelques humains. En somme, il veut que les trolls rejoignent la communauté. Le troll lui demande pourquoi il les a choisis,
et Liam lui répond que c'est pour plusieurs raisons, mais surtout parce que l'arrivée imminente d'humains pourrait devenir un danger. Avant de prendre une décision, le troll veut voir le village. Liam les téléporte alors sur place. Surpris, le troll demande ce qui vient de se passer. Liam lui révèle qu'il a utilisé de la magie sacrée de haut niveau. Mais l'étonnement ne s'arrête pas là. Chris, une combattante du village, semble connaître le troll. Dès qu'elle le voit, elle lui assène un coup. Liam, intrigué, veut savoir quel est leur lien. Chris explique qu'ils sont comme des rivaux, car à chaque fois qu'ils se croisent, ils se battent. Elle a gagné 307 fois et perdu 378 fois, preuve que leur affrontement dure depuis longtemps. Chris se demande si le troll a perdu en puissance, car elle n'arrive pas à croire qu'il ait été vaincu d'un seul coup. Mais Liam précise que c'est elle qui est devenue plus forte après avoir évolué. Ravi, Chris conseille alors au troll de conclure un pacte avec Liam. Plus qu'un simple conseil, c'est un ordre, car le perdant d'un combat doit obéir au gagnant. Le troll n'a pas d'autre choix que d'accepter. Liam accepte de conclure le pacte, et le troll, désormais baptisé Guy, évolue en une version plus petite, mais beaucoup plus puissante. Sans attendre, Guy engage aussitôt un combat avec Chris. Liam se rend compte que leurs attaques sont si puissantes qu'un simple humain ne pourrait pas y survivre. Chris, de son côté, possède des coups extrêmement rapides et précis. Toute la communauté assiste à cet affrontement de très haut niveau. Les autres trolls sont sous le choc, car leur chef est en réalité un légendaire troll, une évolution rare des trolls. Liam ne perd pas de temps et donne un nom à tous les autres trolls, leur conférant ainsi un pouvoir défensif et offensif considérable, ce dont le village avait urgemment besoin. Le lendemain, les trolls se mettent à récolter des roches riches en minerais pour que Liam puisse les extraire. Il invoque alors la salamandre et son champignon pour faire le travail. En plus d'abondantes réserves de fer, il découvre aussi de l'argent, de l'or et un peu de cuivre. Cependant, Liam espérait trouver davantage de mithril, mais il n'en a obtenu qu'une infime quantité. Radon lui rappelle que le mithril est un métal extrêmement rare dans le monde humain. Liam est un peu déçu, car il comptait l'utiliser pour fabriquer des armures en série exclusivement en mithril. Il demande alors à Radon si l'utilisation du mithril est vraiment indispensable. Le dragon lui confirme que oui, car aucun autre métal n'égale sa solidité. Malgré tout, Liam ne veut pas abandonner. Il va donc tenter quelque chose de supplémentaire. Radon l'avertit que l'utilisation d'un autre métal ne mènera qu'à un échec total, mais Liam lui répond que cela lui est complètement égal, car échouer n'est pas un drame, et il est prêt à le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Radon ne peut s'empêcher de rire, car il sait qu'il a raison d'une certaine manière, et il est heureux que Liam reste quelqu'un d'aussi intéressant. Le protagoniste demande alors à Gnome, le petit champignon, de fabriquer un moule, puis d'y verser le fer fondu. Vient ensuite son tour d'agir, il va baigner le métal dans la puissance magique de Radon. En y repensant, il se souvient que lorsqu'il a donné un nom à l'armure de Scarlett, celle-ci est devenue bien plus puissante. Il décide donc d'en faire de même ici et la nomme Apollon, en hommage au soleil. C'est ainsi qu'il en sort un objet brillant comme un véritable astre. Pourquoi? Parce que Liam a pensé que créer un moule en accord avec le nom choisi la rendrait plus puissante, et il avait raison. Il vient tout juste de créer la première armure magique en fer. Radon est sans voix, car Liam ne cesse de le surprendre. Dans l'après-midi, Liam est un peu attristé, car il prévoyait de créer de nombreuses armures. Mais, évidemment, il ne peut pas utiliser le même nom pour toutes. C'est ironique, avoir autant de fer et de magie, mais manquer d'imagination pour trouver plus de noms. Après une nuit de dur labeur, il parvient à créer un total de 15 armures. Il en donne 5 aux elfes, 5 aux lycanthropes et 5 aux trolls. Cependant, comme toujours, ces deux derniers groupes se disputent. Liam pense pourtant qu'il devrait former une excellente équipe, car il possède à la fois la vitesse et la force pour vaincre des groupes entiers d'ennemis. Soudain, tout le monde ressent la présence d'étrangers, il s'agit d'humains venus capturer des elfes. Ces types ne s'attendaient pas à tomber sur de telles merveilles et comptent clairement les vendre pour mener une vie de luxe. Il ordonne aux elfes de ne pas bouger. Liam commence à s'énerver, mais Rena veut s'occuper de la situation elle-même. Elle appelle Mina, une elfe aux cheveux roses, pour éliminer les bandits. Et elle s'avère suffisamment forte pour les anéantir en quelques secondes à peine. Liam est sincèrement impressionné. Il y a encore quelque temps, les elfes étaient très faibles, et les voir maintenant capables de se défendre seuls est incroyable. Tout cela est grâce aux armures magiques. Cela lui rappelle qu'il doit absolument trouver plus de noms pour en fabriquer davantage. Cependant, l'un des bandits menace tout le monde en affirmant qu'il tuera Liam si quelqu'un ose bouger. Le protagoniste lui fait comprendre son erreur en lui infligeant une correction mémorable, et les autres bandits prennent la fuite comme des lâches. Durant la nuit, Liam décide d'entrer dans son autre monde et invoque de nombreux esprits de l'eau, les Celsius. Il leur explique qu'il transporte de l'eau de mer dans sa boîte à objets et veut savoir s'ils peuvent la séparer en eau douce et en sel. Les esprits confirment que c'est possible et se mettent immédiatement au travail. À ce moment-là, l'un d'eux s'approche du protagoniste, c'est l'esprit qui l'a fait évoluer il y a quelque temps. Elle lui dit que son monde est désormais bien plus vaste et qu'elle souhaite le remercier pour cela. Elle mentionne également qu'elle a appris à posséder des objets et à altérer le monde humain,
bien que la monarque rituelle la gronde souvent à cause de cela. Liam ne connaissait pas cette monarque et lui demande ce qu'elle entend par posséder des objets. L'esprit lui explique qu'un esprit de niveau intermédiaire peut posséder un objet de façon illimitée. D'ailleurs, dans ce monde, il existe de nombreuses armes et armures habitées par des esprits. Le protagoniste décide alors de lui donner encore plus de pouvoir et la renomme Celsius Zero. Ensuite, il invoque 2 autres esprits pour forger une nouvelle armure inspirée de Celsius Zero. Enfin, cette dernière prend possession de l'armure, la rendant bien plus puissante qu'elle ne l'était auparavant. Le lendemain, Liam distribue aux autres les armures prototypes. Elles sont bien plus puissantes que prévu, ceux qui les portent se sentent 10 fois plus forts que la veille. Désormais, il pourrait défendre tout le monde contre n'importe quel ennemi. Cependant, ces armures consomment énormément d'énergie, ce qui signifie qu'il faudra un entraînement intense pour les maîtriser à 100%. Le protagoniste est maintenant convaincu que s'il peut créer davantage d'armures possédées par des esprits de niveau intermédiaire, son peuple deviendra incroyablement fort et n'aura plus à s'inquiéter de sa défense. Mais Radon pense tout le contraire, car avec des armures et des unités aussi puissantes, ils n'auront pas seulement les moyens de se défendre mais aussi de conquérir d'autres nations. Jody et Azuna veulent savoir où diable Liam a été tout ce temps. Pour être honnête, j'avais complètement oublié l'existence de ces deux-là. Ce qui est amusant, c'est qu'Azuna veut qu'il leur donne l'argent qu'il est censé leur avoir mis de côté. Vous savez, celui que la princesse leur a donné pour qu'elle ne parle pas de ce qui s'est passé avec Radon. Un peu plus tard, Azuna offre à Liam l'unique grimoire de la ville qui n'a pas encore de propriétaire. Grâce à son anneau, il acquiert instantanément toutes les connaissances du grimoire et découvre avec surprise un sort qu'il ne connaissait pas du tout. Plus tard, alors qu'ils discutent tranquillement, Liam raconte à ses 2 compagnes qu'il travaille sur la création d'une nation. Elles sont toutes 2 impressionnées, mais Liam veut savoir ce qu'elles comptent faire, le rejoindre ou rester dans cette ville. Azuna s'offusque de la question, car il est évident qu'elles iront avec lui, après tout, elles sont sa famille. Liam est heureux, mais il les avertit qu'elles partiront plus tard, car il doit d'abord s'entraîner à maîtriser le sort du grimoire qu'on lui a offert. D'ailleurs, il pense pouvoir le maîtriser très bientôt. Sans attendre, il commence à s'exercer en plein air, sous les yeux de tout le monde. Curieuse, Azuna lui demande en quoi consiste ce sort. Le protagoniste explique qu'il ressemble au sort boîte à objets, permettant de stocker ce que l'on veut, bien que cela dépende de la puissance magique de la personne. Pour tester la différence entre les 2 sorts, il profite de l'arrivée de son repas et place une portion dans la nouvelle boîte. Lorsqu'il la ressort une minute plus tard, la nourriture est pratiquement décomposée. En résumé, c'est comme une poubelle magique qui désintègre tout en quelques secondes ou minutes. Azuna est fasciné, mais Liam ne sait pas encore comment exploiter cette capacité. Après réflexion, il a une idée, il court chercher un jus de raisin fraîchement pressé. Il le mélange avec une levure dans la nouvelle boîte, et après un moment, du vin en ressort. Le protagoniste vient de réaliser un miracle. Il comprend rapidement que cette compétence peut lui ouvrir de nombreuses opportunités, fabrication de vin, sauce soja, cornichons, ou toute autre fermentation accélérée. Un peu plus tard, il décide d'expérimenter, il numérote plusieurs bouteilles et les place dans la nouvelle boîte, une par heure. La bouteille numéro 10 y est restée 10 heures, la numéro 9 pendant 9 heures, et ainsi de suite. Lorsque Jody goûte chaque bouteille, elle découvre que le temps s'écoule dans la nouvelle boîte à raison d'une année par heure dans le monde réel. Après cette découverte, les filles se rendent enfin au village de Liam, où elles se font de nouveaux amis. Le soir, un grand banquet est organisé pour les accueillir, car elles vivront ici désormais. C'est aussi une occasion en or pour Chris et Guy, qui se lancent dans un concours de cuisine. La grande gagnante, Azuna, qui mange sans s'arrêter. Tout le monde profite du repas dans une ambiance chaleureuse, et le plus important, c'est qu'il y a plein de nourriture pour tous. Le lendemain, tout le monde part récolter des fruits afin de produire différentes boissons. Azuna est émerveillée, car elle n'a jamais vu des fruits comme ceux-ci auparavant. Mais rapidement, un autre concours démarre, qui en récoltera le plus. Liam les félicite pour leur excellent travail, ce qui les motive encore plus à en ramasser davantage. Mais Rena les réprimande, elle leur avait dit que dépouiller un arbre de tous ses fruits l'empêchera d'en produire la saison suivante. Soudain, un cri puissant se fait entendre au loin. Liam se précipite pour voir ce qui se passe et aperçoit un homme mort dans l'un d'eux. Après avoir été attaqué par le protagoniste, l'homme s'enfuit, mais bientôt, la victime de la morsure commence à agir bizarrement comme un zombie. Il attaque Guy, mais heureusement, celui-ci parvient à le neutraliser. Personne ne comprend ce qui se passe. Liam utilise son sort de purification et réussit à ramener l'homme à son état normal. Il continue à se poser des questions, mais Jody pense qu'il s'agit d'une infection vampirique. Selon elle, lorsqu'un vampire mord quelqu'un, il en fait un serviteur vampirique, et c'est exactement ce qui vient de se produire. Cette capacité, appelée infection, est normalement incurable, mais Liam semble avoir brisé cette limite. Guy doute que ce soit un vampire, et Chris est du même avis, il fait jour, et un vampire aurait dû se désintégrer sous le soleil. Jody commence alors à suspecter quelque chose de bien plus dangereux, un Dracula. Les Dracula sont des vampires mutants qui n'apparaissent que tous les quelques siècles.
Ils deviennent des chefs de meute, renforcent leurs subordonnés et éliminent leurs faiblesses face au soleil. Liam comprend que la situation est critique et qu'ils doivent rassembler autant d'informations que possible. C'est alors qu'un lycanthrope arrive avec un message urgent, une horde de vampires se dirige vers le village. Ils sont plus de 10 000, tandis que le village ne compte qu'une centaine d'habitants. L'écart est gigantesque. Pire encore, les rangs des vampires comptent d'anciens habitants des terres voisines, le lycanthrope a aperçu des orques et des gobelins parmi eux. Grâce à cette information, Jody confirme que l'ennemi est bien un Dracula. Rena précise que les vampires sont généralement une espèce discrète et pacifique, mais le Dracula les a transformés en monstres violents. La menace est plus grande que jamais. Pour l'instant, il faut les éliminer au plus vite avant qu'ils ne finissent par infecter tout le monde et anéantir le village. Le protagoniste fera tout ce qu'il peut, mais il demande à prévenir les villages voisins pour qu'ils évacuent au plus vite. Notre héros ne sait pas exactement comment gérer cette situation, mais un peu plus tard, on l'informe que les villages alentours ne prennent pas cette menace au sérieux. Il pense que c'est une blague ou une folie. D'ailleurs, tous les autres s'agenouillent devant lui. Pour ne rien arranger, l'ennemi fait quelque chose d'incroyable, il parvient à ressusciter tous les vampires qui avaient été vaincus au combat. Le protagoniste sait que l'adversaire est puissant, mais pour l'instant, il félicite l'informateur pour son excellent travail. Maintenant qu'il évalue la situation, il comprend que vaincre Dracula ne sera pas simple. Cependant, grâce à toutes les informations récoltées, il a désormais une petite idée de la manière dont il pourrait combattre cet ennemi. Il est donc temps de l'affronter. Un peu plus tard, on retrouve 5 personnages face aux vampires. En quelques secondes, ils enfilent leurs armures magiques de combat et lancent plusieurs attaques pour éliminer un maximum d'ennemis. Mais ils sont bien trop nombreux. Guy ordonne alors une retraite temporaire. Pourtant, un phénomène étrange se produit, Dracula lui-même semble être là. Liam active immédiatement son sort de téléportation pour s'approcher, puis il l'emmène ailleurs, loin des autres vampires. Dracula ne comprend rien. Le protagoniste lui explique qu'ils sont désormais à 1000 km de leur position initiale en seulement 2 secondes. Liam sait qu'il peut vaincre ce type, mais par précaution, il lui demande s'il ne préférerait pas coexister pacifiquement et devenir son voisin. Dracula refuse catégoriquement et déclare qu'il est désormais inarrêtable jusqu'à ce qu'il ait consommé toutes les espèces inférieures. Liam comprend et passe immédiatement à l'attaque avec sa magie, mais l'ennemi esquive ses sorts et se retrouve derrière lui en un instant, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Cet adversaire est bien trop dangereux. Il décide alors d'utiliser sa lance sacrée, mais une fois encore, cela ne lui fait absolument rien. C'est maintenant au tour du vampire d'attaquer. Il tente de transformer Liam en l'un des siens, mais heureusement, notre héros active son illusion et parvient à s'échapper de justesse. Dracula est impressionné de voir qu'un simple gamin maîtrise autant de sorts, mais cela ne l'inquiète pas du tout. Le protagoniste comprend qu'il est en mauvaise posture. Il sait que s'il utilise l'armure de Redon, il n'aura plus d'énergie, ce qui le fait hésiter. Pour l'instant, il continue à lancer toutes sortes de pouvoirs contre son adversaire, mais rien ne fonctionne. Dracula ricane et lui annonce que l'attaquer ne sert à rien, car il est immortel. Il affirme que son existence dépasse les lois de ce monde et qu'étant donné qu'il n'est pas vivant, il ne peut tout simplement pas mourir. Son corps actuel n'est qu'un simple récipient, un objet qu'il utilise pour absorber la force vitale flottant dans l'air. Il explique clairement à Liam que tant que ce monde existera, il sera indestructible. Puis il attaque Liam, qui, en un acte de désespoir, active sa nouvelle boîte. Contre toute attente, il réussit à le capturer. Comme avec la boîte à objets, il peut y enfermer des êtres vivants. Mais puisque Dracula n'est pas vivant, il n'y a aucun problème pour l'y emprisonner. Il ne reste plus qu'à voir combien de temps il pourra tenir à l'intérieur sans absorber d'énergie vitale. 10 heures plus tard, soit l'équivalent de 10 ans dans la nouvelle boîte, il est indiqué que le vampire est entré en suspension animée, incapable de faire quoi que ce soit. On peut donc dire que le protagoniste a finalement remporté la victoire. Le protagoniste est de retour avec ses compagnes, qui veulent savoir s'il a réussi à vaincre Dracula. Il leur répond que oui, mais il s'interroge sur l'état des individus sous son contrôle. Les filles ne savent pas exactement, mais ils semblent étranges, leurs crocs tombant comme si de rien n'était. Il semble qu'ils ne soient plus sous l'emprise de Dracula et qu'ils se rétabliront progressivement. Soudain, plusieurs d'entre eux commencent à brûler inexplicablement sous une lumière étrange. Radon explique que c'est la magie de Dracula qui contrôlait leur corps. Maintenant que sa source a disparu, il est probable qu'eux aussi disparaissent. Liam refuse de les laisser ainsi et utilise son sort de purification pour les purifier. Cela fonctionne bien, mais il réalise vite que ce n'est pas suffisant. Radon lui donne un indice sur la manière de surmonter cette situation. Liam décide alors d'invoquer le dragon de métal, l'utilise comme armure et lance un puissant sort de purification sur une vaste zone, sauvant ainsi tout le monde. Toutefois, il s'épuise et finit par s'évanouir. Après un moment, Liam se réveille et se rassure en voyant qu'il fait encore nuit. Cependant, les filles étaient très inquiètes, car il est resté inconscient pendant environ 1 heure. On lui annonce que tout le monde a été sauvé et qu'ils sont maintenant plus tranquilles. Les filles veulent savoir comment il a réussi à émettre cette lumière et à guérir tout le monde. Juste au moment où il allait leur expliquer, Chris surgit pour l'enlacer,
soulagé de voir qu'il va bien. Liam en profite pour demander aux autres de rassembler tous les vampires encore en vie, mais uniquement les vampires originaux, pas ceux qui ont été transformés. Il s'avère qu'il n'en reste que très peu. L'un d'eux s'excuse pour ce qui s'est passé et accepte d'assumer toute responsabilité. Liam leur dit qu'il ne les tient pas responsables, car c'est Dracula qui les contrôlait. De manière inattendue, le protagoniste annonce qu'il a un moyen de leur permettre de marcher sous la lumière du soleil, à condition qu'ils rejoignent son peuple. Il leur précise aussi qu'ils devront lui obéir et éviter tout conflit. Il ne les forcera cependant à rien. Comme toutes les autres espèces ont accepté de rejoindre son peuple, cela semble une bonne idée pour les vampires, qui acceptent immédiatement. Ils font désormais partie du royaume de Liam. Le protagoniste décide alors d'utiliser son pacte familial, mais il précise qu'il l'a amélioré, comme il l'a fait avec son armure sacrée. Il utilise maintenant sa magie de pacte de haut familier, et l'un des vampires qu'il a transformé en noble, est rebaptisé Alucard. Ce dernier peut désormais supporter la lumière du soleil. 4 jours plus tard, Dracula disparaît complètement. Ce pauvre type s'est fait humilier par un gamin et un cube. Pendant ce temps, d'autres personnes s'inquiètent du fait qu'un simple humain ait pu vaincre Dracula, car ils comptaient utiliser cette menace comme excuse pour mobiliser leurs troupes. Le chef moustachu réalise que ce n'est pas le pire problème. Il considère Liam comme un monstre déguisé en humain, car ce dernier a lancé de nombreux sorts en même temps et possède en plus la puissance d'un dragon. Il décide donc de le surveiller en permanence afin de trouver un moyen de s'emparer de ses terres. De son côté, Liam est exténué. Grâce à son sort, il a conclu 10 000 pactes avec les monstres de la Terre promise, mais le plus dur pour lui, c'est de devoir leur trouver des noms. 2 Slim, appelés Slimmy et Slimou apparaissent alors. Le village de Liam se développe rapidement, au point de bientôt devenir une véritable ville. De plus, Rena a perfectionné ses connaissances en architecture et a été nommé chef des constructions. Les trolls patrouillent dans la Terre promise, tandis que Chris et les lycanthropes s'occupent de la chasse et de l'approvisionnement en nourriture. Chacun joue un rôle clé. Soudain, Guy arrive pour informer Liam que des humains se trouvent à proximité. Ils se présentent comme des marchands de Kistador et demandent une audience avec le roi de cette nation. Liam ne comprend pas de quoi il parle, mais Guy lui explique qu'il est évidemment le roi. Liam ne se sent pas digne de ce titre, alors Guy demande aux autres habitants leur avis. À leur grande surprise, tout le monde considère déjà Liam comme leur roi, et ils trouvent même inutile de débattre de la question. C'est alors que Radon apparaît et proclame officiellement Liam Hamilton comme le roi légitime de ces terres et de cette nation. Le protagoniste n'en revient pas. Plus tard, il rencontre la princesse et lui demande si elle a trouvé des informations. Elle répond que malgré ses recherches sur le royaume de Jamil, elle n'a rien découvert, mais elle sait que le roi et ses ministres cachent quelque chose. Il est évident qu'ils veulent s'emparer de ces terres. Liam sent qu'il y a un mystère derrière tout cela et demande à Redon son avis, mais ce dernier n'en a aucune idée. Pour le moment, il n'y aura pas plus de discussion sur le sujet. Ainsi, le protagoniste retourne dans son village, mais il demande à Scarlett si elle veut l'accompagner. Elle refuse pour l'instant, car elle veut essayer d'obtenir plus d'informations. Le protagoniste interroge alors le dragon sur ce qu'il cache. En réalité, il est resté silencieux un moment plus tôt, n'ayant rien dit, ce qui sous-entend qu'il a préféré se taire plutôt que de mentir, puisque les dragons ne mentent jamais. Radon remarque que la perception de Liam n'est pas celle d'un enfant de 12 ans, et le protagoniste garde également le silence à ce sujet. Le dragon leur fait remarquer qu'ils ne sont pas si différents en réalité. Radon demande alors au protagoniste de se rendre dans la pièce où se trouvait le radon de métal et de remplir l'espace de pouvoir magique. En faisant cela, un escalier secret se débloque, menant à une nouvelle salle qui lui donne une sensation similaire à la Magicpedia. Radon lui explique qu'il s'agit d'un système de stockage, contenant en d'autres termes des sorts et des connaissances rares. Radon raconte que, tout comme les PM collectionnaient des objets brillants, les dragons ont une tendance similaire. C'est pourquoi le nid d'un dragon regorge de sorts anciens et interdits. Le protagoniste ne peut cacher son excitation en entendant cela, mais Radon précise que cette salle contient seulement le premier sceau. Plus le protagoniste augmentera son pouvoir magique, plus les autres sceaux se briseront. En fait, Liam est le premier humain à briser ce sceau depuis des siècles. Notre protagoniste décide alors de lire ce qui est inscrit et comprend que cela fonctionne comme un grimoire. Après sa lecture, il décide d'utiliser 19 sorts simultanément, ce qui est son maximum actuel. Soudain, des entités étranges apparaissent. Bien que Liam tente d'utiliser ces sorts, ils disparaissent presque immédiatement. Le dragon lui explique qu'il doit maîtriser un sort spécifique pour gérer ce problème, et que la difficulté augmentera progressivement. Il devra donc employer plusieurs sorts en même temps. Le protagoniste découvre une solution pour surmonter cet obstacle, il s'invoque lui-même. Ainsi, pendant qu'un tire, l'autre maintient un sort actif, ce qui accélère considérablement l'épreuve. Il obtient alors une compétence ancestrale appelée bouclier de force absolue, un bouclier qui bloque entièrement une attaque physique, quelle que soit sa puissance. Cependant, il ne fonctionne que pour la première attaque, les suivantes passent sans problème. Ainsi, le protagoniste s'entraîne maintenant à créer plusieurs barrières aussi rapidement que l'ennemi attaque. C'est une amélioration cruciale,
car sur un champ de bataille, les attaques multiples fusent de toutes parts. Radon est impressionné par les capacités de Liam et l'informe que l'étage supérieur contient un autre sort, bouclier magique absolu. Mais pour le débloquer, il devra encore augmenter son pouvoir magique et briser le sceau. Comme son nom l'indique, ce sort fonctionne comme le précédent, mais pour les attaques magiques. Le protagoniste se demande s'il pourrait le répliquer en échangeant l'énergie physique contre l'énergie magique. Immédiatement, il se met à réfléchir et à expérimenter mentalement afin de corriger les failles du sort. Comme l'explique le dragon, il doit visualiser la causalité pour y parvenir. Après un long moment, il réussit enfin à utiliser le bouclier magique absolu. Il demande à Radon si cela a bien fonctionné, et le dragon ôte son chapeau, impressionné qu'il ait appris un sort ancestral de cette manière. Liam ne peut s'empêcher de ressentir de l'excitation et continue de s'entraîner. Radon souligne que cela faisait des siècles qu'aucun humain n'avait brisé les sceaux de ses ruines, mais Liam l'a fait facilement et a même développé un sort ancestral par lui-même. Un peu plus tard, Radon lui demande ce qu'il fait, et le protagoniste explique qu'il laisse son corps s'habituer à cette sensation. Il s'entraîne également à détecter la présence de la magie, afin d'améliorer les barrières qu'il vient d'obtenir. Radon lui demande pourquoi il ne les utilise pas en permanence, mais Liam estime que ce serait impossible. Ce qu'il cherche, c'est apprendre à les utiliser de la manière la plus efficace possible, pour consommer le moins de pouvoir magique. Le dragon est fasciné par la passion de Liam pour la magie et lui conseille de ne jamais perdre cette passion, car elle doit être son arme principale dans ce monde.